Je suis beaucoup moins animé par une mission où je vais résoudre un problème à l'échelle de l'humanité. C'est pas qui je suis et c'est pas ce qui m'anime, c'est pas mon driver. Tu vois, un jour à la fois. Pour être dans ce rôle-là et pour faire ça, il faut que tu aimes gérer la merde. Sinon, tu vas pas y arriver. J'ai monté une boîte parce qu'il n'y a aucun job de CEO en CDI, ça n'existe pas. Et donc en fait, je suis pas entrepreneur juste parce que j'ai envie d'être entrepreneur. C'est le seul moyen que j'ai de faire ce que j'aime faire et de m'éclater. Si ta mission, c'est juste de résoudre un vrai problème que les gens ont et que les gens kiffent utiliser ton produit, moi je suis content en fait. Moi j'ai juste envie de faire un truc qui a de la valeur pour les gens par rapport à ce que je sais faire et que les gens soient contents de l'utiliser, d'en parler, etc. Et ça me rend heureux tous les jours, tu vois. Et c'est ce qu'on fait chez Pivo. Les amis, avant de vous présenter ce podcast, je voudrais remercier notre partenaire du jour. C'est Conto, le compte pro qui simplifie vos finances pro. Conto simplifie le quotidien bancaire des PME et des indépendants en offrant un service de création d'entreprise et un compte pro 100% en ligne, des outils de facturation, de gestion de comptabilité et de gestion des dépenses. Avec un produit innovant, un service client hyper réactif et disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et des tarifs transparents, Conto est naturellement devenu le leader européen de sa catégorie. Aujourd'hui, c'est déjà 1 demi-million de pros qui sont déjà clients de Conto. D'ailleurs, on a reçu son CEO Alexandre Pro il y a un peu plus de 3 ans, à l'époque où Conto n'était pas une licorne. C'est l'épisode 31 pour mieux comprendre leur vision avant-gardiste. Bref, si vous souhaitez ouvrir un compte pro, ça vous prendra 10 minutes seulement et ça se passe sur leur site conto.com. Conto.com. Encore un grand merci à Conto de nous permettre de vous proposer cet épisode qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre et à miser sur vous. Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Petite intro, beaucoup d'entrain, on va parler procurement, AI, entrepreneuriat surtout et humain. Comment vas-tu, Romain ? Super bien. Merci de m'accueillir. Où sommes-nous ? Chez Pivo. Qu'est-ce que Pivo ? Chez Pivo, place de la Bourse à Paris. C'est un beau morning. Exactement, qui est un ancien bureau de l'AMF. Ouais ? C'est assez drôle de se retrouver ici. Côté de la bourse. Exactement. Écoute, Pivo, on va en parler plus en détail, mais c'est d'abord mon expérience chez Swile, où j'ai découvert ce que c'était le procurement. J'y connaissais rien du tout avant. C'est quoi ? Juste explique-moi. C'est Euh, un terme anglais, mais en français. gros, c'est tout ce qui est relatif aux achats. Et j'aime bien cette manière de la relation avec tes fournisseurs, etc. Mais il y a beaucoup de fils à tirer et c'est ça qui rend le sujet intéressant. Et entre toi et moi, entre nous, j'avais peur, quand on a commencé au début sur le sujet avec Marco Estelle, de m'ennuyer assez vite et d'être dans un space un peu boring. J'aime dès que ce soit boring, mais il ne faut pas que ce soit trop répétitif. Et en fait, le sujet, il est vraiment abyssal, donc c'est passionnant. Et grosso modo, la manière dont j'aime bien le décrire, c'est pour faire ton business, c'est jamais juste toi et ton équipe. Sauf si tu as une boîte qui fait vraiment que du service ou du conseil. Tu es toujours obligé de t'appuyer sur tout un tas un écosystème de prestats. Pas forcément un écosystème, mais des solutions tech. Tu choisis des outils, tu choisis tout un tas de choses qui en fait vont définir le produit ou le service que tu vas vendre à la fin. Et en fait, tu as vraiment plein de mauvaises manières de faire ça. Et donc, je trouve que c'est assez critique dans la réussite d'une boîte. Et je dis souvent, et bon, ça fait écho à ton podcast, mais un CEO, il a que 3 problèmes dans la vie, il a que 3 sujets dans la vie. Générer plus de revenus, dépenser moins d'argent, limiter son coût, augmenter son runway, etc. Et gérer son risque. Et donc, en fait, tu dois toujours, si tu veux avoir de la valeur pour le CEO office et intervenir sur les sujets stratégiques d'une boîte, il faut toujours que tu te poses la question, c'est quoi mon rôle dans ces 3 sujets-là ? Et nous, on est un sujet clé sur la manière dont tu dépenses l'argent de ta boîte, parce qu'il y a une grosse partie sur ton business qui va chez tes fournisseurs, et aussi ton risque, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte que tes fournisseurs ils peuvent être une source de risque majeur, de risque réputationnel, de risque financier, j'allais te poser plein de choses. Le procurement, c'est de la data ou de l'humain, ou c'est les deux pour toi ? Franchement, c'est les deux. Et les deux peuvent avoir un impact aussi positif comme négatif sur ton business ? En fait, ça peut autant être un centre de coût qu'un centre de profit. Tu vois, ça, les gens n'ont pas forcément ça en tête. Et
Et en fait, notamment à l'ère de l'IA, ça rend le sujet d'autant plus intéressant. C'est tu pourrais dire, OK, bah, je vais déléguer toutes les négos et les relations fournisseurs à une IA. Sauf qu'en fait, ton fournisseur, il ne te traite pas du tout de la même manière quand il y a une relation humaine. Bien Et sûr. donc, je trouve que ça te permet de vraiment te poser les bonnes questions, de dire quelle dynamique j'ai envie de créer avec mes fournisseurs. Et historiquement, et moi, c'était la vision que j'avais des acheteurs, tu vois, je sais pas d'où ça vient, peut-être quand j'étais à l'école, mais pour moi, un acheteur, c'était un mec ou une meuf dans la GMS qui invitait ses fournisseurs au sous-sol, sans clim, sans eau, et qui leur faisait une clé de bras pour négocier les prix des yaourts. Moi, c'était ça un acheteur. Du coup, je comprenais pas trop bien pourquoi les gens avaient envie d'être acheteurs, ou à part si tu as envie de martyriser les gens. Mais en fait, je me suis rendu compte, notamment dans l'expérience via l'expérience chez Swile, qu'il y a énormément de valeur à créer autour de ça. Ok. Et donc, Après, ce que tu dis, est-ce que c'est pas vraiment vrai dans la GMS? j'en ai aucune idée. J'espère que ça a On a changé. cette image un Ouais, peu, en ouais, tout cas. j'espère que ça a changé. C'est quand même une image d'Épinal de l'acheteur. Mais tu as quand même un truc qui est inhérent à la relation acheteur-vendeur, c'est le rapport de force. Ok. Et je pense que là où il est exacerbé, c'est dans la GMS. Parce que c'est un business de marge. Ouais, et puis parce que surtout, il y a beaucoup d'offres. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Ouais, non, on parlait plutôt business de marge du coup pour la Ouais. GMS. Ouais. Mais donc en gros, toi, tu connaissais rien Ouais, avant Swile, pour par revenir exemple. à ta question de base, pour que tes auditeurs aussi te comprennent très simplement ce que fait Pivot, c'est un logiciel Mhm. qui te permet d'avoir le bon niveau d'attention et d'efficacité sur toute la chaîne de valeur qui implique tes fournisseurs, quels qu'ils soient. On est secteur agnostique, que tu sois une entreprise industrielle, une entreprise tech, tu achètes tout un tas de choses dont la plupart des gens dans la boîte n'ont même pas besoin. Comment tu fais pour que tout ça soit le plus efficace possible, que tu optimises tes coûts? Ça ne veut pas dire systématiquement les réduire, Ok. parce que parfois il faut savoir payer le prix juste pour notamment la relation fournisseur. La qualité, ouais. Et comment tu gères ton risque quand tu as des fournisseurs qui sont critiques pour ton business. J'essaie d'éviter les anglicismes. Vas-y. Business critical, critique dans ton business, parce que j'ai 1 milliard d'anecdotes de boîtes qui font de la vérification d'identité, du coup utilisent un provider de SMS ou de double authentification. À un moment donné, tu as une interruption de service et boum, pendant 1 heure, plus personne ne peut se connecter, créer de compte, etc. Et c'est juste de la perte de business. Ok. Il y a une histoire, je n'ai pas les chiffres exacts, mais Walmart, Ok. et c'est un peu un standard, le site e-commerce de Walmart qui tombe en carafe pour peu importe la raison, et puis il y en a avoir plein, c'est des millions de pertes de chiffre d'affaires. Et donc, forcément, en fonction de ton business, tu as des fournisseurs plus ou moins critiques, mais tu vois, des fuites de données, il peut y avoir plein de choses. Et ça, on s'en est particulièrement rendu compte, mon associé Marc-Antoine et moi, chez Conto et Swell, dans des boîtes régulées, Mhm. où tu dois à un moment donné t'assurer que l'argent que tu gères pour les gens, il est en sécurité, que tu n'es pas exposé à la fraude, que tu peux avoir de fuites de données, etc. etc. Belle mise, comment dire, belle bouche. mise en bouche, exactement. Je te le dis, on l'a pas préparé, mais bon, c'est ma marque de fabrique. On va parler de plusieurs sujets. Évidemment, j'ai envie de parler d'humain parce que c'est toujours ce qui m'intéresse. J'ai envie de parler de vos expériences précédentes. Tu parles de Swell, tu parles de Conto. J'aimerais comprendre ce que vous avez fait. Donc ça fait quoi, 16 mois que vous êtes vivant? On a créé la boîte fin avril 2023. Ouais, ah ouais, non, on est quand même en octobre. Ouais. Bon, on va dire 1 an et demi. Ce que vous avez fait en fait le passage de 0 to 1 et voilà, on va parler un petit peu de tout ça. On va revenir juste à un petit truc qui sont les prémices de Pivot et non Pivot. Donc là je le dis bien, Pivot in French. D'ailleurs je te dis juste, bouge pas trop ta main droite parce que tu me caches ton vidéo. J'arrête de respirer. Ne bouge pas Romain. Raconte-moi une chose, déjà tu as été un des first employees chez Swile toi? Ouais. C'est procurement, c'est Launcher à l'époque. de Launcher. Donc il y avait vrai, on a pas oublié du ça. tout de procurement à l'époque. J'ai rencontré Loïc quand il avait 2,5 millions sur un PowerPoint, levé 2,5 millions avec Daphne, Marie Ekland. Et à l'époque, c'était une app plutôt consumer, plutôt B2C de click and collect.
Et moi, à l'époque, j'étais chez Deliveroo. Et donc, on se rencontre à ce moment-là. Et je lui dis, je suis pas ultra convaincu par l'idée. Parce que c'est un sujet qu'on avait beaucoup exploré chez Deliveroo. Attends, c'est quoi quand tu dis le sujet, le click and collect, le B2C? Parce que Ouais. j'avais l'impression que Launcher, c'était pas B2B dès le départ. Non. Ah, ok, Non, d'accord. non. C'était vraiment. À la base, c'était tu vas dans un resto chercher ton truc que tu as déjà commandé sur ton appli. Un truc qui aujourd'hui nous paraît logique. Exactement. Mais ouais, ok. Et à l'époque, je suis nul en date. Ouais, c'est en 2017, je crois. Et j'étais sceptique, mais j'ai adoré Loïc. Ok. Je sais pas, tu vois, c'est ce genre de rencontre où... Qui a dragué qui? Qui a contacté qui? En fait, c'était via un cabinet. Moi, j'en avais marre de Deliveroo pour pas mal de raisons, notamment éthiques. T'étais à Paris Ouais. Ok. J'avais monté la première filiale hors UK à Paris avec Adrien Falcon et toute l'équipe du démarrage de la France. C'était hyper intéressant parce qu'on était la première entité hors marché domestique parce que c'est une boîte anglaise. Il y avait Uber Eats à ce moment-là ou pas encore? Non, Ça arrivait il y juste avait après. Take It Easy, pour ceux qui se rappellent. Ouais. Et ensuite, il y a eu Foodora et après Uber Eats. Ok. Bah, c'était passionnant. Et c'est du consumer. Moi, je faisais le marketing. Et en fait, c'est très cyclique. Donc, au bout de 2 ans, ça fait la Saint-Valentin 2 fois, la finale de la Champions League 2 fois. Ok. Ça commençait à être un peu répétitif. Et puis, Deliveroo commençait à devenir très gros. J'étais un peu enfermé dans le scope français. Et donc, c'est un cabinet de recrutement qui t'a chassé? Et donc, ils me disent, il y a un entrepreneur successful qui a vendu sa boîte et qui lance une boîte dans la food tech. Mais je sais pas qui c'est, tu vois, ils sont très mystérieux. Et je dis, je comprends pas. Moi, à l'époque, je ponçais la food tech dans tous les sens. Et je dis, je comprends pas, je vois pas qui ça peut être. Et du coup, ils me disent, en fait, ils cherchent pas de personne pour le marketing, c'est trop tôt, c'est tout début. Et du coup, ils ont quand même parlé le cabinet a quand même parlé, Urban Linker, je me rappelle. Ils ont quand même parlé de moi à Loïc, et Loïc a dit, ça m'intéresse de le rencontrer. Et en fait, après, on s'est plus jamais quitté. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un investisseur il a investi chez de Pivot. Pivot, et je petit déjeuner avec lui demain. Ok. Donc, on est resté proches. Notre relation, elle a évolué quand je suis parti de Swile pour monter Pivot. On a fait un dîner de rue. J'avais fait un dîner de rupture en disant, ça y est, je suis plus un Swiler, et c'était trop bien, ce dîner. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Procurement, j'aimerais savoir, tu l'as touché à quel moment chez Swile? Et attends, t'es rentré sous quelle bannière chez Swile d'ailleurs? C'est-à-dire? Pour quelle casquette, même Ah, si j'étais directeur marketing, CMO. Alors qu'il voulait pas de marketing. Ouais. Mais ça a toujours été très drôle avec Loïc, c'est qu'il m'a toujours dit... Je veux pas, et en fait, non, ça s'est fait, ou... il m'a toujours dit quel job tu veux faire. Ah, ok. Et en fait, au bout de 2 ans, je me souviens très bien, on était en train d'aller à un rendez-vous tous ensemble. Et il dit, franchement, tu fais tout sauf du marketing. Je faisais du marketing, mais pas que. Puis comme on avait beaucoup basculé sur un modèle B2B, il y avait beaucoup moins de marketing. Et du coup, il m'a dit, je pense qu'il faudrait que tu prennes un autre job. Tu te considérais entrepreneur ou pas dans ça? Bah oui, moi j'ai du mal à avoir une seule casquette. C'est pour ça aujourd'hui que j'ai un rôle de CEO aussi, tu vois. Ok. Et en fait, surtout, ce que j'adore dans mon job aujourd'hui, c'est que mon obsession, c'est de recruter des gens meilleurs que moi. Et en fait, tu peux pas avoir un métier et faire ça. Sinon, tu te sabotes en permanence. Et donc, moi, ce que j'adore dans la casquette de founder et de CEO, c'est de monter une équipe. Tu l'as fait chez Swile? Bah, on a recruté des centaines de personnes chez Swile. Mais toi, personnellement, ouais, tu as fait ouais, du recrutement? ouais. C'est un truc qui t'a plu? Ouais, c'est ce que tu fais en majorité. Ça m'a plu, mais c'est très très dur. Je veux dire, on ne sait pas le faire. On l'apprend pas forcément. à Non, l'école. tu l'apprends pas, mais du coup, au bout d'un moment, tu développes quelque chose de très empirique. Tu commences à avoir des patterns, etc. Moi, je suis quand même quelqu'un de très cartésien, très rationnel. Et aussi très loyal. Et je trouve qu'il y a un truc qui est très dur dans le processus de recrutement, c'est que les gens se montrent sous leur meilleur visage. Et le puis jeu des masques. Et puis ensuite, après, t'arrive le moment
Période d'essai validée, et puis en fait, les gens, tu commences à les voir sur leur vraie nature pour ceux qui sont pas honnêtes. Et ça, moi, ça me fait toujours beaucoup de mal. Qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire ou qu'est-ce que tu as Un appris? Tu as milliard de appris trucs. à juste écouter ta voix intérieure. Il y a des signaux par moment qui sont faibles, mais où tu te dis red flag, je saurais pas mettre des mots dessus. Énormément. En Ok. fait, je trouve que ce que tu apprends avec le temps, c'est vraiment t'écouter, Mhm. faire confiance et à pas négocier avec toi-même et à se connaître tes biais, etc. Le pire truc dans le recrutement, c'est le biais de confirmation. Explique-moi un peu. En gros, sur le CV, tu vois une personne et en fait, tu t'es déjà fait une idée avant de la voir. Et du coup, en fait, tu te rends compte que ce que tu vois dans ses réponses, enfin, la manière dont tu Tu lis vas le ses réponses, chercher en fait. C'est pas. tu lui fais dire ce que tu as envie qu'il dise. Parce qu'en fait, tu te dis, il y a souvent, notamment dans les startups et en particulier pour les founders, il y a quand même un sujet de ce que les gens que tu as recrutés vont dire de ta boîte. En gros, ce qu'ils amènent, les logos, que ce soit les écoles ou les expériences passées. En tant que founder, tu as un peu un truc qui, je pense, est pas bon dans l'absolu, de dire j'ai recruté un mec qui vient de telle ou telle boîte et qui est génial. Et je me souviens en avoir discuté avec, avoir écouté Louis, le CEO d'Alma, je sais pas si tu l'as déjà interviewé. Ouais. Il Oui. dit un truc que j'ai trouvé génial. C'est des mecs qui peuvent décrire comment c'est à l'intérieur d'une Ferrari. Il y en a beaucoup. Mais des mecs qui peuvent la démonter et la remonter, en vrai, il y en a très peu. Et donc, en fait, des gens qui ont bossé dans des belles boîtes que tout le monde connaît, des Uber et compagnie, il y en a plein. Mais en fait, tu sais pas à quel point ils ont contribué au succès de la boîte, du logo que tu connais et que tu as envie de t'approprier une partie de ce succès. Et ça, c'est souvent un piège, tu vois. Et chez Swell, on est tombé dans ce piège-là, mais des dizaines de fois. Est-ce que c'est comme Je te ça donnerai pas de que. nom. Qu'est-ce qu'il y a? Je te donnerai pas de Non, nom. non, mais t'inquiète. D'ailleurs, quand t'as quitté Swell, vous étiez combien? Il y a 1 an et demi, du coup. Un peu moins de 1000 employés. Un peu moins de Ouais, 1000. Il y ouais. avait eu. C'était un peu particulier parce que moi, je suis arrivé au moment où on commençait l'intégration de Bimpli, qui a été racheté au groupe BPCE. Donc, ça dépend si tu regardes T'es arrivé, effectif t'es parti, tu veux combiné, dire, etc. à ce Pardon, moment-là. moi, je suis parti. Ouais, on est d'accord. J'allais dire c'est plutôt sur la fin, mais ok, d'accord. Ouais. J'ai une petite question à titre perso. Tu l'as vécu comment sur ces rachats par BPCE et tout ce qui s'en est suivi, disant qu'il y avait peu de CA du côté de Swile, que c'était surcoté ou survalorisé. Comment vous le viviez, vous, en interne, et puis même toi qui es là Franchement, since day one? super bien parce que There is no bad press. non, la plupart des gens qui donnaient leur avis, en fait, donnaient un avis sur des choses qu'ils comprenaient pas ou qu'ils maîtrisaient pas. Et donc, typiquement, je pense voir à quel article tu fais référence. Les gens comparaient. J'ai même pas un nom en tête, je te jure. Non, mais il y a eu récemment un article sur les résultats premier trimestre de Swell comparé à 2023, donc au tout début de l'intégration. Rachat, ok. Et en fait, ce que les gens n'ont pas remarqué, alors que c'est très clair, enfin clairement écrit, c'est que c'est les résultats du premier trimestre qui sont annoncés, et c'est maladroit, mais ils sont comparés avec les résultats de l'année 2023. Et donc en fait, on a l'impression que les résultats de Tu fais un quart, en 2024 gros. Ok. sont moins bons, mais en fait, c'est qu'un trimestre. Donc en fait, c'est pas du tout comparable. C'est pas les mêmes ordres de grandeur. Non, parce Ok. que du coup, il a fallu comparer Q1 2023 avec Q1 2024, et c'est pas ce qui a été fait dans l'article. Mais ce qui, moi, je lis dans les grandes lignes, j'ai cru comprendre concrètement, et vous en faites partie, il y en a plein d'autres. Je dis vous, mais plus aujourd'hui. Enfin, t'as encore des parts chez Swile? Je suis toujours actionnaire. Actionnaire, ok. J'ai beaucoup entendu que ça a levé beaucoup d'argent et que une fois, enfin, il y a eu plein de boîtes, j'ai pas les noms, etc. Mais en gros, tu rentres dedans. Toutes. Ouais. Et les discours, c'est ok, ils lèvent 10 fois plus qu'ils font des thunes. Bah là, il y a une secte, il me semble, qui a fait faillite ou. Ouais. Enfin, c'est en cours, enfin un truc. En fait, la question que je veux te poser, c'est, et là c'est plus une manière, tu vois, une réflexion globale, parce que derrière, tu as remonté une boîte, tu as levé des fonds. Est-ce que c'est sain? Est-ce qu'il faut lever des fonds à tout prix? Est-ce qu'il y a une limite aussi en termes de levée de fonds et de rachat aussi d'entreprise? D'ailleurs, on n'en a pas parlé, je crois que tu avais fait le rachat d'Ocarito et d'autres boîtes. Ouais. Donc là, c'est juste un petit peu ton avis là-dessus. Écoute, on pourrait faire un épisode de 3 heures sur ce sujet-là.
Mais t'es pas anti-levée de fonds, en tout cas. Non, sinon, en tout cas, on a décidé de le faire avec Marco Estel de manière très intentionnelle, en comprenant très bien les enjeux et les responsabilités, etc. Mais c'est le business des boîtes financées par des VC, en fait. Tu dois accepter au prix de la croissance très rapide un lot d'inefficacité du fait que tu dépenses de l'argent pas toujours de manière optimale, et tu peux pas te prendre le temps de poser le pour et le contre, parce que ta plus grande force, c'est d'aller vite. Et donc, en fait, l'argent, tu l'utilises parce que tu dois prendre des parts de marché rapidement. Ce que tu peux faire toi vite, les autres ne pourront pas le faire à ton rythme parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Et donc, en fait, ça devient ton unfair advantage, c'est ta capacité à aller très vite parce que tu as les moyens de le faire. Et donc, tu cristallises des opportunités de marché par rapport à plein de choses, des changements réglementaires, des changements de contexte social ou économique. Et tu saisis ces opportunités et il faut le faire vite parce que c'est souvent un first mover advantage. La rapidité est plus importante que la qualité pour Pivot même. Pour nous, non. Nos valeurs, c'est speed and excellence. Donc, tu vois, je peux pas voilà. En fait, ça dépend à quel niveau tu veux placer le curseur. Nous, on a levé beaucoup d'argent très vite. Et donc, mécaniquement, ça place le curseur de la qualité et de la vitesse d'exécution au maximum. Mais tu peux calibrer ça. C'était combien On a levé 5 millions en pré-seed en avril quand on a commencé et 20 millions en série A en septembre. Tu te rends compte que tu dis beaucoup d'argent. Bon, ok, vous aviez un an, mais moi, quand on parle de ça, là, je pense à Aircall, je pense à Miro, que j'ai interviewé. Et les deux m'ont dit, en fait, ton produit, il n'est pas béton au début, mais le besoin est tellement gros que si tu réponds à même 50% du besoin avec un produit plus ou moins bancal, après, tu vas build on top. C'est une strat que tu réfutes aujourd'hui, par exemple, pour Pivot ? Non, pas du tout. Ok. Où il y a des projets que vous avez testés comme ça, par exemple. T'as un playbook de VC. C'est quand même... Les VC sont là depuis longtemps. Tu vois, une boîte comme Index, ils doivent être en opération depuis quasiment 20 ans. Et donc, en fait, t'as différents types de boîtes sur des dynamiques de marché. Je peux prendre l'exemple de Pivot pour illustrer. Et je te disais en intro, avant qu'on commence, nous, on vient pas du procurement. Je me suis jamais levé un matin en disant c'est génial le procurement, je veux absolument monter une boîte là-dedans. Si tu m'avais dit ça il y a 2 ans, j'aurais dit jamais de la vie. Mais quand tu regardes, quand tu veux faire un play VC et que tu sais tout ce que ça implique, le niveau de pression, le niveau de rapidité, d'attente sur l'équipe, etc., tu dois aller chercher des critères d'un marché et d'un playbook qui fonctionnent avec la thèse d'un VC. Et donc, dans notre cas, il faut quand même aussi d'abord et puis comme ça, ça te racontera comment l'idée est arrivée. Il faut quand même que toi, tu sois légitime pour faire ça. Parce que tu as quand même une histoire de personne. Le point de départ des VC, c'est le founder fit. Pourquoi eux font ça maintenant ? Donc, moi, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ce que j'avais vu chez Swile et qu'est-ce que je pouvais résoudre pour toutes les boîtes qui passaient au travers de la même manière que Swile. Et ensuite, tu regardes la dynamique du marché. Donc, dans notre cas, on a vu que Coupa, qui est le leader mondial boîte américaine, qui était listé au Nasdaq ou NYSE, ont été délistés par Thomas Bravo, un fonds de private equity, pour 7 milliards de dollars. Ça, tu vois, délisting d'une boîte tech par un fonds de private equity, c'est un marqueur du fait qu'il y a un chiffre d'industrie, surtout quand c'est un leader, tu as accès à toutes les données avec des niveaux de marge. C'est quoi ? C'est que, en gros, leur taf n'était pas bon ? Non, au contraire. Une boîte qui est délistée, qui rentre dans un stage post IPO, bourse. Okay. IPO, c'est le tout début. Ensuite, tu as ta vie en bourse et ensuite, tu es délisté. Tu es délisté parce que tu penses que tu peux remanier le management de la boîte. Donc, grosso modo, quand tu fais un play de private equity, tu rachètes la totalité de la boîte, tu changes le management, tu mets ta recette pour réduire les coûts, augmenter les profits
et tu revends la boîte avec un multiple. Mais c'est avec un niveau similaire à du LBO, non? Enfin, c'est ce que ouais, font mais sauf que là, tu rachètes la boîte avec la dette, avec des mécanismes différents et des fonds propres au private equity. Et tu as un niveau de prédictibilité qui est assez élevé et des rendements qui sont assez standards, ce qui n'est pas du tout le play VC où tu as un niveau de risque beaucoup plus élevé. Et donc, il faut faire plus de spray and pray pour avoir des chances d'avoir des boîtes qui font x10, x100, ce que tu ne ferais jamais en private equity. Et ça, c'est un signe. Ouais, c'était un signal pour Comme quoi, il y a un truc qui se passe. Et donc après, bah, tu as des cycles. Tu dis, OK, Coupa délisté qui rentre dans un fonds de private equity. Qu'est-ce que ça déclenche? Donc normalement, ça crée un appel d'air. Est-ce qu'il y a des nouveaux acteurs? Est-ce qu'il y a de l'appétit du marché pour des nouveaux acteurs? Et puis en fait, tu as une série d'indicateurs en cascade comme ça qui révèlent qu'il y a un marché qui est dynamique à une nouvelle catégorie d'acteurs. Et surtout, tu vois, Coupa, c'est une boîte qui a 20 ans. Et donc, qui a dû se réinventer avec le cloud. Ça fait partie des boîtes qui ont existé avant le cloud. Et qui n'ont pas une offre optimale, tu dirais? Qui aujourd'hui ont de facto de la legacy. Parce qu'ils ont fait beaucoup de croissance externe, donc des produits qui ne sont pas bien imbriqués les uns avec les autres. Et donc, toi, tu arrives là-dedans en entrepreneur et tu te dis, OK, est-ce que je peux créer le nouveau Coupa dans notre cas? Et ça, c'est le point de départ. Et là, tu sais que tu as un play VC. Et en fait, dans notre cas, c'est du logiciel. Donc, tu as assez peu de barrières à l'entrée, excepté faire un très bon logiciel. Et nous, c'est le savoir-faire qu'on a avec Marco et Estelle. Mais en fait, des gens qui font ce qu'on fait, il y en a 10 par jour qui se créent. Et donc, si tu n'arrives pas avec le bon niveau de financement, le bon niveau d'exécution et à créer cette distance avec tous les nouveaux acteurs qui pourraient se créer, en fait, tu vas être un parmi plein d'autres, quoi. Donc, sans argent... C'est un exemple de playbook. Parce non, mais j'ai bien compris, mais sans argent... ce que tu veux dire, en gros, c'est que la levée de fonds est propre aussi à la stratégie d'aller... Ouais, en fait, ce qu'on fait, ça n'aurait pas pu exister en Bootstrap. Bootstrap, tu es obligé de prendre des marchés plus Blue Ocean que Red Ocean. Ou alors, tu peux prendre des marchés Red Ocean, mais tu dois aller sur un niveau de verticalisation et de précision qui fait que tu sais, tu as cet adage de YC, Competition is for losers. Tu dois trouver la cible pour laquelle ta proposition de valeur est unique. Donc Blue Ocean, c'est no competition et Red Ocean, c'est Blue Ocean, ça n'existe sharp. plus aujourd'hui. C'est quasiment impossible déjà de trouver. Tous les marchés sont couverts. Sauf, tu vois, dans des révolutions technologiques, genre autour de l'AI, mais tout le monde se jette dessus et en une minute, ça devient un Red Ocean. Vous avez de l'AI, vous? Ouais. Ok, j'aimerais comprendre. Je t'ai pas lancé la perche volontairement, mais vas-y. Non, t'inquiète, je vais en parler. Moi, la question que je n'ai pas élucidée, c'est le procurement, c'est unsexy. Et pour autant, vous êtes déjà en train de chercher un pain et vous vous dites, OK, il y a donc pain, un problème, il y a un marché, il y a un besoin. Ça vient d'où? Et je veux juste que tu me racontes. OK, vous êtes fan de SaaS d'ailleurs. Donc Marco, c'était Conto. Et Estelle, c'était où? Estelle, elle était en train de monter une boîte spécialisée dans les workflows et business process automation. Ok. Donc elle, c'est vraiment une geek des workflows. Ok. Comment vous vous êtes rencontrés autour de cette unsexy thématique? En fait, et je vais aller plus loin, excuse-moi, je t'emmerde Romain, mais vas-y. Pourquoi t'as quitté Swile et Loïc? Elle était où la limite En fait, moi j'ai donc c'est évidemment très personnel. J'ai une boussole, un cap qui est à quel point je suis excité de me lever le matin pour faire ce que je veux faire dans ma journée. Et en fait, quand j'arrive à un moment où j'ai plus ça, déjà je suis malheureux. Je me sens pas utile. Et en fait, ça ouvre beaucoup de questionnements. Et donc, je suis passé par là chez Swile. Combien de mois? Notamment, trop longtemps. Je ne saurais pas te dire. Mais si tu veux, quand tu rentres là-dedans, et c'est très introspectif, donc c'est douloureux. Mais c'est très puissant parce que en fait, ça développe beaucoup ta conscience de toi-même, ta self-awareness, tes forces, tes faiblesses, et parce que tu as beaucoup de questionnements. Mais c'est dur à affronter quand même. Et en fait, chez Swile, pendant à peu près 5 ans et demi, 6 ans, je me pose zéro question, je suis tête baissée, je fais ce qu'il y a à faire. Dès que je vois un problème, je saute dessus, je le résous. Et
Et on fait l'intégration, enfin, on commence à travailler sur l'intégration Gimpy. Gimpy. Et en fait, là, je me dis, c'est quoi mon job dans ce contexte-là? Et j'ai pas la réponse à cette question. Et je me dis, en fait, il y a 2 ans, là, où on va devoir gérer des sujets de mélanger 2 boîtes qui n'ont pas du tout le même ADN. Tu vois, une boîte qui vient plutôt de la banque, Ouais. avec des conventions collectives très différentes des nôtres. Donc, en fait, tu as des enjeux sur le volet social qui sont importants. Tu as des jobs en double, tu as plein de sujets qu'il faut adresser, dans lequel moi, je ne sais pas comment me positionner. Parce qu'on arrive à un niveau où la boîte, elle est structurée. Tu vois, on a des gens sur les sujets RH, etc., etc. Et donc, en fait, moi, je ne sais pas quel rôle je peux jouer là-dedans. Et j'ai pas d'évidence. Et déjà, c'est déjà un problème, tu vois. Est-ce que c'est aussi juste la mission derrière? Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir, tu vois, un board picture, un goal final que tu n'avais plus ou tu l'as jamais eu chez Swile avant? Si, en fait, moi, ce truc de te lever le matin, moi, je démarre une journée, je fais ma journée, je donne tout ce que je peux dans ma journée, puis je me réveille et puis je recommence, tu vois. Et donc, en fait, je suis beaucoup moins animé, et d'ailleurs, c'est bien illustré par ce qu'on fait chez Pivot, par une mission où je vais résoudre un problème à l'échelle de l'humanité. Ok. Parce que c'est pas qui je suis et c'est pas ce qui m'anime, c'est pas mon driver. Tu vois, un jour à la fois. Ok. Et tu as besoin que ton quotidien soit rythmé. Par contre, j'ai besoin Ouais. que voilà, on soit ambitieux, qu'on veuille construire des trucs gros. J'ai quand même besoin de me projeter sur le long terme, de savoir que on n'est pas en train de faire un pétard mouillé, voilà. Mais la mission de la boîte, c'est moins un truc qui me... Et d'ailleurs, on a souvent été en conflit, en désaccord, enfin en conflit, Loïc et moi là-dessus. Ok. No, lui, avec 2 visions différentes. Et lui, il Smile est at très work. actif, voilà. Ok. Et où moi, je suis beaucoup plus terre à terre. Et donc, en fait, c'était pas ça qui m'a... Et Mais si c'est tu les vois, Marco juste là-dessus? on sont est comment? pareil. Ok. On sauve pas des vies, mais on veut s'éclater au Ouais. quotidien et avoir de Non, l'ambition. et j'ai pas toute la sémantique, mais il y a un très très bon article dans le Harvard Business Review qui explique que en fait, c'est OK si tu as une mission. Enfin, tu as plein de types de missions. Et en fait, nous, notre mission, un peu, il y a un très bon livre des fondateurs de Basecamp, qui ont la boîte 37 Senior, Ok. qui est un peu vieux maintenant, mais je trouve que c'est toujours valable. Je veux dire, en fait, si ta mission, c'est juste de résoudre un vrai problème que les gens ont et que les gens kiffent utiliser ton produit, ben moi, je suis content, en fait. Moi, j'ai juste envie de faire un truc qui a de la valeur pour les gens par rapport à ce que je sais faire et que les gens soient contents de l'utiliser, d'en parler, etc. Et ça me rend heureux tous les jours, tu vois. Et c'est ce qu'on fait chez Pivot. Mais on ne donne pas le sourire aux gens au travail. Enfin, ou différemment, voilà. Smile et at les deux work. sont bien. Enfin, Ouais, moi, bien je pense que c'est important d'avoir des entrepreneurs comme Loïc qui portent une mission, qui veulent avoir un impact à une échelle peut-être différente de ce que moi j'envisage. Voilà, C'est pas le même impact. Et d'ailleurs, tu vois, dans mon parcours introspectif, d'avoir eu l'exemple de Loïc, ça m'a rendu beaucoup plus difficile de me dire que je vais relancer une boîte après Swell. Je me suis dit, faut que je fasse un truc au moins aussi bien que Loïc. Et en fait, ça m'a mis du temps de me dire, bah en fait, ce sera juste différent. Je vais pas faire pareil, je vais faire Mais vous êtes à ma différent sauce. après aussi. Et après, ça veut pas dire que c'est mieux ou moins bien, c'est juste différent. Ma question à 1 million, j'y pense depuis tout à l'heure. En fait, j'allais dire, tu aurais pu monter n'importe quelle boîte tant que c'est avec les humains et les activités au quotidien qui te plaisent. Je te demande pas une réponse, je te demande, c'est quoi la boîte en France où tu te dis, putain, je l'aurais bien montée. Et en fait, c'est pas forcément la boîte ou la mission, mais c'est aussi ce qu'elle est devenue aujourd'hui et tu te dis, ouais, j'adhère, quoi. Il y en a plein, je suis admiratif de... Je vais te répondre, je suis pas en train de te faire un truc de politicien. Tu l'as vu dans mes yeux, je t'en j'ai pas de langue de bois. En fait, il y a beaucoup de boîtes que je trouve inspirantes. Et je vais pas donner de nom parce que je trouve... Pour savoir ce qu'il y a derrière, je connais aussi un peu le revers de la médaille et que Ok. entre ce qu'on voit et la Versus, réalité, il y a un gap. Mais ça m'empêche pas, ça enlève pas toute l'admiration et le respect que je peux avoir pour les entrepreneurs, parce que je sais pas où ils sont passés. Mais une boîte de laquelle je suis très admiratif, c'est Conto. Et c'est un peu particulier parce que tu vois, j'ai vécu un peu l'histoire de Conto
déjà, c'est la même génération que Swell. Donc, on a eu plein de points communs que les gens ne voient pas forcément, mais on s'est lancé. Vous étiez proches, ouais. Je dirais pas proche, mais moi, je parlais souvent avec des gens de chez Conto. Et j'ai jamais parlé avec Marc-Antoine. Ah ouais, trop drôle. Et, Marco qui était CPO là-bas. CTO et CPO, ouais. CTO. Ouais. Et en fait, j'apprends beaucoup de choses de l'histoire de Conto par l'intermédiaire de Marco, qui a des repères et des learnings de cette histoire. Et surtout, on a Steve de Conto, qui est aussi actionnaire de Pivot. Et au dernier offside de Pivot, Steve est venu nous faire un talk sur les débuts de Conto, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment... C'est quoi que tu admires chez Conto? Attends, full disclaimer. 1. Conto, je ne sais pas sur cet épisode, mais est un sponsor en ce moment du podcast. 2. Conto, ma sœur y a passé 2 ans et demi. 3. J'ai fait Alex Pro il y a peut-être 3 ans, tu vois. Je savais pas tout ça. Non, mais donc je connais plutôt bien l'histoire. Et je connais plus Steve maintenant que Alex. Alex, je le connais de... Marco était le boss à un moment de ma sœur. Ok, très drôle. Tu vois, tout est connecté. Les startups, c'est un village. C'est des mafias. Mais attends, qu'est-ce que tu as admiré là-bas? C'est pas le produit en tant que tel ou ce qu'ils l'ont rendu, mais ils sont connus pour quelque chose. Ouais, en fait, je trouve qu'il y a un truc hyper rationnel, hard work. Je partage beaucoup des valeurs de ce qu'ils ont créé dans la boîte, pourquoi ils ont fait cette boîte, dans quel contexte. Tu vois, c'est pareil, ils n'ont pas inventé un vaccin, ils n'ont pas inventé un truc qui est vital pour les gens. Mais moi, aujourd'hui, je suis client Conto. Évidemment, Pivot et client Conto. Je suis hyper content. C'est un bon produit. C'est un problème que je n'ai pas, tu vois. Est-ce que j'aurais pu avoir. C'est l'exécution, c'est la... Ouais. En fait, c'est ça qu'on partage, tu vois, et qui fait que j'aimerais bien qu'on suive la même trajectoire que Conto. C'est des gens qui sont fiers de ce qu'ils ont fait, avec les gens avec qui ils l'ont fait, et qui ont mis tout leur cœur, tout leur âme, même si ça sert pas le bien commun, et c'est OK, tu vois. C'est une transition là, parfaite. On va parler d'humain, mais on va aussi parler de rachat. Conto a une stratégie où je pense qu'ils ont racheté au moins 4-5 boîtes, notamment en Europe. Puis vous aussi chez Ils n'ont pas racheté Pivot, mais... Non, ils ont pas encore. Non, je rigole. Je crois pas que ce soit le même marché. Justement, ces acquisitions horizontales ou verticales, je crois que c'est plutôt vertical. Ah, je sais pas, en fait, ça dépend. Est-ce que c'est pour ouvrir l'offre ou est-ce que c'est racheter des fournisseurs? Putain, c'est un métier, quoi. Ouais. Et toi, tu t'as racheté combien de boîtes chez... Apparemment, quand je t'ai rencontré, on m'avait dit, Romain, c'est le head of rachat, quoi. Ah ouais? Ouais, tu vois, on s'était rencontrés à Lyon, Rox et tout. Écoute, j'ai découvert ça chez Swell, je l'avais jamais fait avant, j'ai adoré ce sujet-là. J'ai lu un très bon bouquin d'une prof de l'INSEAD qui s'appelle Build by Borrow, que je conseille. Build by Borrow, ok. Qui te donne tout un tas d'exemples autant de successful que des énormes échecs. Et je trouve que ta stratégie d'acquisition et de croissance externe, elle dit beaucoup de ton entreprise. Elle est sous-cotée. Clairement, ouais. Parfois, les gens n'y pensent même pas, alors que ça peut être énorme. Et en fait, c'est beaucoup plus accessible que les gens pensent. Et il y a beaucoup de possibilités. Et depuis Swile, je fais beaucoup de business angel. J'ai après une 60aine de participations. Et j'encourage beaucoup les founders dans lesquels j'ai investi à explorer ces sujets-là. Et il y en a qui ne sont pas familiers avec. Et tu vois, en fait, c'est vrai que tu n'as jamais vraiment été éduqué à ça. Et les rachats que tu vois, c'est souvent des gros trucs un peu lourds, alors qu'il y a plein de façons de le faire. Et chez Swile, on a fait plein de scénarios différents, que ce soit géographique, que ce soit sur des catégories du Brésil, de produits. Aussi, Et c'est génial parce qu'en fait, c'est pas du tout un truc qui est mathématique. J'ai demandé. Tu vois, tu peux avoir la meilleure stratégie du monde de faire des acquisitions, mais en fait, peut-être juste la boîte que tu veux acheter, elle n'est pas à vendre. Ou peut-être que le founder, il est OK pour la vendre, mais à des conditions que tu ne peux pas accepter. Et donc, en fait, le gap entre l'idée et la réalisation, elle rend le sujet vraiment intéressant parce que tu dois jongler avec des chiffres et de l'humain. C'est quoi le plus important?
Bah, c'est l'humain parce qu'à la fin, T'as pas l'impression de faire, c'est pas aussi risqué que 50 recrutements en même temps? Non, Non? Ok. Je non. trouve qu'il y a plus à baquer parce qu'il y a de la data. Mais en fait, parfois, tu rachètes pour comment on dit, merde, les clients, quoi, Ouais, la base de données. ouais. Parfois, tu rachètes pour la tech. Ouais. Parfois, j'allais dire, tu rachètes pour les employés, mais je suis pas vraiment sûr. Sinon, tu Si, tu peux débaucherais. avoir des acquis Tu peux ailleurs. avoir ça? Ouais, ouais. Comment tu gères? Et tu vois, t'arrêtes pas de jouer avec ces petits trucs-là. Mhm. On en a parlé. Oh, bah, vas-y, continue à jouer. J'aimerais comprendre à quel point l'humain, tu l'as jamais, entre guillemets, étudié, mais tu l'as expérimenté toutes ces années. Comment aujourd'hui, demain, si tu fais un rachat, c'est quoi que tu vas réussir Ouais, je sais pas si tu as des tips, Ouais, tu bah, vois, des je vais te dire, entretiens. t'as un truc qui est très simple, c'est que la première chose que tu fais, c'est que tu rencontres les fondateurs. Et en fait, moi, c'est ce que je fais exactement de la même manière avec un candidat. Donc, il y a effectivement beaucoup de parallèles. C'est de comprendre en fait ce qu'ils ont dans les tripes, de dire pourquoi ils sont là, pourquoi ils font ça, pourquoi ils se lèvent le matin, où est-ce qu'ils veulent être dans 10 ans, Malgré les pieds. comment ils se sont construits. Bah, Malgré ce qu'il veut te dire, en oui, fait. mais heureusement ou malheureusement, avec l'expérience, tu T'arrives à apprends à voir. naviguer dans. Bah, t'arrives quand même assez vite à percevoir si quelqu'un est en train de te bullshiter ou pas. Et, euh, et surtout, en fait, tu t'attaches à ton intuition, à ce que tu ressens, que tu arrives à construire avec l'expérience. Mais après, tu t'attaches aussi à des faits, tu vois. Tu vas toujours challenger ta perception avec. Et quand tu fais du M&A, tu as plus accès à des chiffres parce que un process de recrutement, bah, c'est essentiellement de l'intangible, tu vois. Tu peux pas demander à son boss De actuel de ouais, te parler de lui, et puis quand il te parle de lui, il te dit ce qu'il a envie de te dire. bien sûr. Mais quand tu vas regarder des résultats financiers, alors sauf s'ils sont truqués, ou quand tu vas regarder le produit, enfin, t'as du matos Et c'est en à top que examiner, ensuite tu et analyses tu l'humain. regardes le gap entre ce que tu avais perçu et ce que tu as vu, et puis tu te dis, ok, c'est solide ou c'est fragile. Et puis assez vite, tu vois si tu vas réussir à aligner les intérêts, Ok. ou si en fait tu es dans des trajectoires diamétralement opposées. Il y a, C'est pas qu'un sujet de culture, tu dirais? Parce que là, c'est vraiment d'abord un sujet de driver de personnes. Et j'ai rencontré des entrepreneurs vraiment brillants qui ont fait des choses remarquables, et pas mais, et leur driver, c'est que ce soit leur boîte, leur bébé. Et donc, en fait, ils sont par essence incompatibles avec un projet de rachat ou de partage de d'intégration. valeur, de création de valeur mutuelle. Loïc, il dit souvent, tu veux faire du M&A, c'est 1 + 1 = 3. Je pense que c'est plus Jean-Claude Van Damme qui dit ça. Mais en fait, si Belle tu te ref. projettes pas dans... Je préfère avoir moins d'ownership de ma boîte, mais avoir une boîte 3 fois plus grosse. Mhm. Bah, si tu sais pas, peux pas accepter ça, tu peux pas être dans un projet de croissance externe. Tu as des questions d'ego. Est-ce que tu acceptes d'être la cible? Est-ce que tu acceptes d'être racheté? Est-ce que c'est un merge? Est-ce que c'est... Et donc, en fait, tout ça, tu captes quand même assez vite si tu es en train de manufacturer quelque chose qui va jamais aboutir. Parce que juste, toi, tu as très envie que ça arrive. Et là, tu peux être dans ton biais de confirmation. Mhm. Et assez vite, tu te dis, ouais, je sais que ça va marcher. Et tous les deals qu'on a fait, je pense qu'on a dû faire 5 ou 6. Je me souviens de la rencontre avec les founders, la première rencontre, Ok. comme si c'était hier. Et c'était le plus important. Et c'est La là que tu première te et la dis, plus oui, importante. en fait, c'est là que tu te La plus dis, ok, importante. c'est mort, ou ouais, c'est bon, on va réussir à trouver un truc. Et tu maîtrises pas le timing, tu maîtrises pas. Mhm. Et puis, tu vois, on a racheté une boîte qui s'appelait Suivana. Coucou Adrien. Voilà. Et je me souviens très bien, la première fois que je les vois, on discute, et j'étais assez impressionné par ce qu'ils avaient réussi à créer en si peu de temps. Mhm. Sur un sujet que nous on regardait, et on avait mis beaucoup plus de temps à arriver à des conclusions comme ils l'avaient fait. Puis ils avaient cette naïveté, cette jeunesse que tu perds un peu aussi en grossissant. Et tu vois, tu disais tout à l'heure, Acquire, tu as aussi un peu ce truc du 109. Tu vois, de ramener dans ta grosse boîte des gens qui ont faim
qui veulent conquérir, etc., tu peux aussi redonner de l'élan à ta boîte. Alors, faut pas les étouffer dans ton organisation. Et je me souviens très bien, on s'est parlé la première fois. J'ai trouvé, c'est cool. C'est vraiment très jeune. Genre, je pense qu'ils avaient 0 client. Non, ils avaient des clients. Ou peut-être un client. Je t'en parle juste après, Ok. tu vois. Et c'est marrant parce que je vois les trucs que je fais et je les vois derrière en train de faire des trucs à la main pour que le produit, ils étaient clairement en fake it until you make it. Bien sûr. Et après, je leur reparle, je pense, 6 mois, un an plus tard, et ils avaient buildé, mais comme jamais. Ouais. Et là, je me dis, ok, vas-y, c'est bon, faut qu'on fasse un truc. Moi, pour la mini-histoire, Adrien, je l'ai eu, j'étais en VC, je regardais sa boîte Suivana, Ouais. du coup. Tu sais, 3-4 mois plus tard, donc on s'était appelé et tout. Un jour, on se rappelle, et il me dit, écoute, bon, bah, je suis désolé, mais on se fait racheter. Et moi, en tant que VC, je lui dis, mais bravo, mec, j'étais stagiaire, c'est pas mon argent, tu vois. Et c'est incroyable, je veux parler de ça quand même. On va parler du terme de mafia. Il y a une mafia chez Swile. Ouais, de ouf. Parce que Adrien a remonté une autre boîte, Estia par la suite. Ouais, ouais. Raconte-moi un peu ça. Bah, là, dans les bureaux de Pivot, Ouais. je pense que la moitié de nos. On a une partie en sous-location. La moitié des sous-locs, c'est des anciens de Swell qui ont remonté des boîtes. Comment on crée une mafia? Je pense que Chapeau à Loïc. c'est pas un truc qui était intentionnel dans le projet. Tu vois, on s'est jamais dit avec Loïc, faut absolument que. Mais par contre, Loïc a toujours dit qu'il était très fier que les gens partent pour remonter des boîtes. C'était la seule raison valable de partir de Swile. Et je pense que quand tu as vécu Swile, tu as un bagage où tu te dis il faut que j'utilise ça pour faire autre chose derrière. Parce que tu as appris tellement de choses que C'est pas un logo. c'est possiblement du gâchis de ne pas l'utiliser pour faire autre chose derrière. Et Est-ce que c'est pas ça genre, c'est galvaudé, je veux ton avis, le mot leader. Et je sais pas si toi tu t'identifies à ça. Est-ce que dans 10 ans, et on souhaite que Pivot soit toujours là, et que ça fasse x10, Oui, mais oui. est-ce que tu te vois, toi, avoir d'anciens employés monter d'autres boîtes et te dire, ah bah c'est Ouais. logique. Ouais, Ouais. c'est la meilleure chose qui pourrait nous arriver. Et comment ça, je vais pas te demander une auto-analyse, mais sur Loïc, est-ce que tu vois, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut réussir à faire ça si on n'a pas inscrit cette mission dont on est passionné, qui est long-termiste, versus le Pense pas. day-to-day job? Moi, je pense que c'est. J'ai plein de citations à la con. Je Vas-y, suis un balance. gros boomer. Ça sonne mieux en anglais, mais je dis souvent oui, c'est mon chien qui. Je veux le faire rentrer. Non, non, sinon elle va te faire pareil pour sortir. Ah, ok. J'ai cet adage que j'aime beaucoup qui est on pensait que c'était impossible jusqu'à ce qu'on l'ait fait. Et en fait, je trouve que ça, c'est un truc dont tu fais vraiment l'expérience quand tu es dans une boîte, dans une startup. Et en fait, ça te rend beaucoup plus capable de tout envisager. En fait, tu as beaucoup moins peur t'as beaucoup moins peur. Ta capacité de prendre du risque est bien supérieure parce qu'en fait, tu te dis, en fait, c'est OK, ça va bien se passer. Et chez Swile, il y a 1000 trucs qu'on a fait qui se sont pas passés comme prévu. Ok. Et à la fin, on a toujours trouvé un moyen de se retourner, de rebondir. Et donc, en fait, ça te dédramatise totalement de l'échec, du risque. Et tu te dis, en fait, ouais, finalement, je suis capable. Pourtant, tu m'as dit que tu étais cartésien comme mec. On est Ouais, d'accord? mais c'est très cartésien. Bah, attends, justement, je vais te poser cette question. Quand tu quittes Swile, t'as passé 6 ans chez Swile? Ouais. Ouais. Déjà, on va parler un peu du 0 to 1, je veux comprendre et tout. Qu'est-ce que vous avez fait en 1 an et demi? Donc là, tu le disais, vous êtes 40, vous avez levé une vingtaine de millions. 25. 25, excuse-moi. Et and so on. En tout cas, je vous le souhaite. Je suis en train de perdre ma question. Qu'est-ce que je voulais C'est dire? cartésien. Oui, c'est cartésien versus émotionnel. Si tu es cartésien, si tu commences à monter une boîte, et je suis sûr et certain, tu n'as pas besoin de nous le dire, que tu lâchais un très beau salaire à 5 chiffres chez Swile avec de l'equity, le risque, il n'y a pas de risque pour toi dans ce moment-là. C'est-à-dire que tu es optimiste et tu te dis, au pire, je remonterai, je retomberai sur mes pieds. En fait, c'est le moment où tu négocies avec toi-même, où tu te dis what if ça marche pas, etc. Ok. Et je pense. C'est quoi les réponses que tu as, toi, Moi, en fait, et c'est pour ça que je te disais que pour moi, quand tu rentres dans un parcours introspectif, pour moi, c'est assez dur. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais en fait, j'envisage souvent le pire
pour me dire ensuite, non, mais ça, c'est bon, je vais gérer comme ça. Et donc, en fait, je me dérisque tout seul par rapport aux différents scénarios. Et je passe d'abord par un truc assez dur où j'envisage le pire. Et puis après, je me dis, mais en fait, fuck it, on y va, on C'est hyper fonce. intéressant, ok. Et en fait, je pense que quand tu t'écoutes, et c'est un truc dont je parle souvent avec les founders, notamment, tu vois, ceux qui réfléchissent à des idées. Dire, je pourrais monter ça, mais d'ailleurs, tu as un bon exemple. Donc, écoute bien. Je pourrais monter ça dans tel sujet, etc. Et la conviction que j'ai et l'expérience que j'ai fait avec Pivot et bien avant, parce que j'avais aussi monté des boîtes avant Swile, c'est tu ne vas jamais être convaincu de ce que tu fais avant de t'être lancé. En fait, il faut accepter qu'à un moment donné, tu ne peux pas avoir le contrôle sur ta capacité à réussir quelque chose. Et donc, si tu veux avancer, il faut que tu prennes du risque. Et en fait, ta capacité à accepter qu'à un moment donné, tu es en zone de risque, elle est indispensable pour que tu arrives à la situation dans laquelle tu vas générer de l'apprentissage pour comprendre où est-ce que tu dois aller et avancer. Et en fait, on utilise souvent encore cet adage chez Pivot, c'est action generate information, donc les actions génèrent de l'information. Et qu'en fait, tant que tu te mets pas en mouvement, eh ben, en fait, il se passera rien. Et donc, si tu attends d'avoir enlevé tous les risques, ben, en fait, tu te lanceras jamais. Et donc, en fait, c'est jamais l'idée de départ qui va être la bonne, mais c'est tu choisis un sujet et puis ensuite tu tires le fil. Et puis ça va t'amener quelque part. Et donc, ça, c'est toujours un équilibre entre t'as des voies intérieures, la voie du risque et la voie de la sécurité. Et ben, je pense que c'est bien de les écouter, ça te fait prendre des bonnes décisions. Mais à un moment donné, il faut que tu acceptes que si tu as envie d'avancer, il faut que tu laisses place au risque. Sinon, Mais voir tout ce risque dès le départ, te dire les pires scénarios, j'ai l'impression que c'est presque le côté de la douche froide, tu sais, où les gens ils prennent des douches froides tous les matins parce que oui, mais après, il ne peut rien t'arriver. Tu vois, si tu te dis, voilà, allez, au pire. Regarde, moi, je te dis, au pire. Là, maintenant, je suis marié, j'ai une petite fille. Au pire, merci, quel âge de Pivot. Au pire, je retourne. J'ai la chance d'avoir encore mes parents, mes parents qui ont de quoi m'en recevoir. Au pire, je vais vivre chez mes parents avec ma petite fille. Je m'en occupe. Et est-ce que c'est grave? Non, je m'en fous, tu vois. Mais c'est pas que et ça. Je suis prêt à renoncer, et c'est ça aussi à ouais, mais il y a des gens, ils pourraient entendre ça et se dire, ok, donc tous les jours, ils se lancent sans risque. C'est pas exactement ça. C'est qu'en fait, ce risque, tu l'as enlevé. Tu l'acceptes. Mais derrière, t'as une flamme. C'est-à-dire que ça te donne ce truc de dire, mais putain, j'ai envie de. En fait, je pensais. Non, ça dépend de tes drivers. Moi, mes drivers, c'est pas du tout. Léon Marchand a dit cet été. Je pense que maintenant, on voit tout ce qu'il sait. Il a dit, j'ai fait un grand travail avec un psy pour qu'avant chaque course, je me dis juste que je vais essayer de gagner versus faut pas que je perde. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et en gros, quand tu dis faut pas que je perde, t'es drivé par la peur versus je veux aller tout défoncer. Est-ce que entre vous trois, je regarde ça, je sais même pas si c'est vous trois, mais les trois associés, est-ce que vous avez ça par moment? Est-ce qu'il y en a un des trois qui peut ramener une petite once de crainte et les deux autres qui sont en mode hop, full optimisme, on va tout défoncer? Non, alors 100%, je trouve que c'est tout l'intérêt d'être avec des associés. Pour te dire, moi j'étais prêt à me lancer tout seul. Estelle était déjà en train de se lancer tout seul et Marco il cherchait des associés. J'étais persuadé qu'il voulait tout seul aussi, mais il m'a dit il n'y a pas très longtemps qu'il cherchait des associés. Je trouve que c'est le truc qui a le plus de valeur dans l'association, c'est ce moment où toi, tu as une idée négative qui te traverse, tu as besoin de la partager, il n'y a personne avec qui tu peux le faire, à part tes associés. Si tu as créé le bon niveau de confiance, etc. Et en fait, quand tu dis ça, moi, quand je peux exprimer un doute à mes associés, je n'ai pas besoin qu'ils me rassurent, j'ai juste besoin de dire, ok, je pose ça là, voyons ce qu'on en fait. Et puis, en fait, une histoire, elle a toujours 1000 façons d'être vue, tu vois. Exactement comme ce que tu disais. Est-ce que j'arrive pour pas perdre ou est-ce que j'arrive pour gagner? Mais c'est la même histoire à la fin. Donc, en fait, d'avoir des gens qui sont dans ton camp et qui peuvent juste te faire voir les choses sous une perspective, en fait, ça flippe le coin.
Et donc, c'est là où tu es. Et c'est pas pour te remonter le moral ou te taper une tape dans le dos. Non, ou quoi mais que ce c'est soit. aussi avoir un Mais avis c'est un peu là plus où objectif, extérieur. tu te fais vraiment avancer en tant Ouais. qu'équipe. Est-ce qu'il y a... C'est quoi la pire... Enfin, vraiment, le truc quand tu étais chez Swile, quand tu as monté... Et je dis toi, hein, je parle pas propre à Swile. T'inquiète, je suis pas là pour que tu, que tu Mais tapes sur le dos de Swile ou de Loïc, mais Pas de langue de bois. tu te lances, et encore une fois, vous vous lancez, vous faites beaucoup, je trouve, en un an et demi, vous avez déjà des clients, de l'argent. 5 minutes encore? Ouais, 10 si tu veux. Ok, Vas-y. je respecte le temps. C'est quoi le truc où tu t'es dit, putain, c'est quoi la première chose que tu as faite en lançant Pivot? Je sais pas si ça vient d'un apprentissage que tu as eu chez Swile ou à l'inverse d'échecs que tu as eu chez Swile, Ouais. mais un des premiers trucs que on va pas, que si j'ai pas déjà monté des boîtes, ce qui est mon cas, je ferai ces erreurs ou voilà. Aide-moi un petit peu, Romain. C'est quoi l'apprentissage des 6 ans? En fait, bon, c'est tarte à la crème, mais t'apprends pas de ce que tu as réussi, t'apprends de ce que t'as pas réussi. Ok. Parce que tu as une meilleure idée de pourquoi tu as échoué. Et donc, moi, ce que je tire de Swell, c'est surtout les apprentissages de ce que je voulais pas reproduire. Et tu as autant d'un point de vue business de choix de ton industrie. Donc, est-ce que tu veux faire du B2B, du consumer, plutôt du SMB, enterprise, national, global? Tu as plein de questions à te poser sur le type de boîte que tu veux construire. Donc moi, j'ai eu la chance de monter Pivot à suffisamment âgé pour pas être trop naïf en mode étudiant, parce que j'ai fait ça, monter une boîte en sortant de l'école et juste en pensant que j'avais une idée géniale et ensuite me retrouver coincé dans un truc qui était une galère pas possible. Ok. Donc à la fois le business que tu veux monter et après quel type d'entreprise tu as envie d'avoir. C'est quoi le quotidien de bosser dans cette boîte. Et donc tu vois par exemple, et donc il y a 1 milliard de choses, mais par exemple, un des trucs dont j'ai fait l'expérience chez Swell, c'est qu'on était une boîte très française. Parce qu'en fait, parce que l'industrie du ticket restaurant initialement, qui était notre prio, est très français. C'est une invention française. C'est une invention française. Qui était relativement bien exportée en Amérique latine. Et en fait, à un moment donné, quand on a voulu switcher la boîte pour être franco-brésilien et donc international, en fait, on a réalisé qu'il y avait plein de gens dans la boîte qui ne parlaient pas anglais. Okay. Et donc, en fait, on avait créé un ADN qui était trop national. Et donc là, j'ai dit, OK, je veux que mon projet il soit global et je veux que tout le monde parle anglais day one. Et donc maintenant, il n'y a pas un seul entretien où on ne s'assure pas que les gens ils peuvent communiquer en anglais. Mais est-ce que vous communiquez en interne en anglais ou à 40, tu dirais que c'est que des francophones? 2 Français entre eux parlent français. OK. Mais sur le Slack, les Hollands, tout est toute la com interne en anglais. Et on a 18 nationalités différentes. Ok. Des Russes, des Chinois, des Américains. Enfin, on a c'est quoi la perspective? Juste, elle est internationale et... Ouais. Et est-ce qu'il y a du rachat dans tout ça aussi? J'adorerais. On en parle de pas trahir un secret. On a un terrain de jeu, mais volontairement global. Aujourd'hui, on a des clients dans 10 pays différents. Okay. On fait tout depuis Paris. Donc, on a un focus sur la zone IMIA. On est sur un marché où il y a énormément d'acteurs. Donc, il y a des opportunités de consolidation qui sont majeures. Ça fait partie de nos options. Et on a quand même des jalons à passer avant de commencer à mettre en marche un plan de M&A. Mais ça fait partie des choses. Et puis, à un moment donné, tu montes une boîte aussi pour te faire kiffer. Et donc, oui, une partie de tes décisions, elles sont aussi arbitrées par rapport à ce que tu as envie de faire. Et moi, j'ai envie de continuer à rencontrer des entrepreneurs qui ont aussi pris des paris, pris des risques dans le business dans lequel on est, et de me dire, ouais, on va team up et faire un truc encore plus gros tous ensemble. Et ça m'excite. Donc, du coup, c'est du collectif et c'est un gros truc. Et l'excuse, c'est le procurement. La raison, c'est le procurement. C'est le prétexte, ouais. Ouais, c'est ça. La coquille dans laquelle c'est notre terrain de jeu. Et en fait, ça a coché toutes les cases
de type de boîte et du type d'industrie dans lequel on voulait aller. Ok. Euh, et, et aujourd'hui, tu vois, pour parler avec beaucoup d'entrepreneurs qui essayent de remonter des boîtes après avoir fait des choses, je suis très content qu'on ait trouvé ça. Parce que c'est quelque chose que tu peux mettre du temps à chercher pour te dire, ouais, il y a toutes les conditions qui sont réunies pour faire ce que j'ai envie de faire sur les 10 prochaines années de ma vie. Et avant de créer Pivot, est-ce que tu as pensé à racheter une boîte, faire un LBO, Non. bref, faire de la reprise? Pas du tout. Non, Est-ce que... pourquoi? parce que j'adore le 0 to 1. Voilà. Tu as répondu à ma question, Ouais. et du coup, j'ai la vraie question à te poser. Si demain, vous êtes 250, que la boîte va bien et qu'on t'offre, je sais pas, plusieurs millions, je sais pas, il y aura peut-être une autre levée de fonds entre-temps, est-ce que tu la refuserais parce que tu veux que vous passiez à 4000 employés et que l'équipe soit énorme, ou est-ce qu'au contraire, tu estimes que le plus kiffant, il est déjà passé, c'était le passage de CO to One? Je kiffe pas que le 0 to 1. En fait, je peux kiffer le 1 to whatever, to IPO, si j'ai fait le 0 to 1. Ok. Ok. Donc, et en fait, peu importe quel rôle j'ai dans l'histoire, franchement, je m'en fous, j'ai pas pourrais d'ego. step down du rôle de CEO sans aucun problème. Ok. Moi, aujourd'hui, avec le concours de mes associés, j'ai décidé on a décidé que je serais le CEO. Et puis un jour, je serai peut-être plus la bonne personne pour être le CEO. Et c'est fine, tu vois, je suis très à l'aise avec ça. Comme Léon Marchand, moi, je suis là pour gagner. Et puis peut-être un jour, je serai plus la bonne personne pour gagner. Et j'espère m'en être conscient avant qu'on me le dise. Et c'est fine, tu vois, j'ai pas de problème. Du moment que je donne mon max et que je suis conscient de mes forces et de mes faiblesses, c'est OK. Et donc, si un jour quelqu'un vient nous voir et dit voilà, on met 100 millions sur la table pour acheter Pivot et le projet c'est ça, je dis j'écoute. Ça veut dire oui, ça veut pas dire non. Bon, après, vous avez levé 25 millions, les 100 millions de valo, ils sont pas très loin là. Non, mais je te donne ça comme exemple parce que tu pourrais dire non, tu vois, systématiquement. Ok. Donc, c'est pas une question d'ego. Mais en fait, ça dépend qui vient me voir et ça dépend le projet. Ça dépend aussi de, mais c'est de, pas de ton mes bébé. assos. On parlait tout à l'heure. Non, franchement, je suis. Ici, pardon. Ouais. Si une boîte s'intéresse à vous, que je trouve géniale vient me voir et dit on va tuer Pivot et on va l'intégrer dans le produit et ça va disparaître, je m'en fous complet. Par contre, j'aimerais que ce soit un projet dans lequel on va kiffer, nous, tous les gens qui nous ont fait confiance dès le début, et qu'il y ait une adhésion collective qui soit bonne. Je suis pas là pour m'enrichir personnellement. Tu envisagerais ou tu verrais ça possible, un retour au CDI? Ouais, j'ai pas du tout de problème. Pas du tout. Est-ce que tu te verrais vivre et bosser à l'étranger ou pas? J'adorerais. Ouais, t'adorerais? J'adorerais aller ouvrir Pivot aux US. Ok. Aux US principalement? Ouais, j'aime beaucoup New York. Ah, ok. Je veux dire pour le SaaS, plutôt Silicon Valley, mais en même temps New York, ça marche aussi. C'est un bon entre-deux. Et pour revenir sur ta question d'avant, et peut-être en conclusion, vu l'heure. Ouais, là, en fait, j'ai monté une boîte parce qu'il n'y a aucun job de CEO en CDI, ça n'existe pas. CEO, une boîte de 0 to 1 en CDI, ça n'existe pas. Et en fait, je suis arrivé à un moment donné chez Swal où j'avais plus de job qui était bon pour moi et j'avais pas d'autre option que de créer mon job en fait, pour être droit dans mes bottes, kiffer ma vie et faire les choses avec toute la passion et l'énergie que j'ai. Et donc en fait, je suis pas entrepreneur juste parce que j'ai envie d'être entrepreneur, parce que c'est le seul moyen que j'ai de faire ce que j'aime faire et de m'éclater. Mais bon, je crois que ça va très bien conclure. Je veux reboucler sur la notion de risque. Non, mais c'est ouf. En fait, tu as dit que c'est une évidence, c'est une solution à ton quotidien. C'est pas compliqué. C'est compliqué ou pas? Ou ça participe à ton bonheur et ton équilibre en fait, pour être dans ce rôle-là et pour faire ça, il faut que tu aimes gérer la complexité au quotidien. En fait, moi, je suis malheureux quand j'ai pas l'esprit occupé à résoudre des problèmes. Et je pense que c'est une qualité intrinsèque d'un bon entrepreneur. Ok. Qui est pas suffisante, mais je pense que c'est un point commun d'autres. Il faut que tu aimes gérer la merde, sinon tu vas pas y arriver.
Putain, je termine souvent ce podcast en disant un grand merde à toutes les personnes qui nous écoutent et qui galèrent. Romain, je ne veux pas prendre plus de temps. Dis-moi que j'ai respecté. Non, t'inquiète, on est bon. On est bon ou pas? Ouais, À nickel. 1 minute près. Bon, bah, un grand Merci grand beaucoup, merci. Yacine. J'ai pas parlé du fait d'IA, mais moi, je voulais quand même le dire. Vous êtes une boîte dans laquelle il y a de l'IA. Ouais. Mais in fine, c'est pas ce qui fait que la boîte va marcher, c'est surtout Non, les humains en interne. 100%. Donc, on a focus sur l'humain. Un Yes. grand merci, Romain. Merci à toi. Bon, vous l'aurez compris, je lui ai déjà parlé de mon projet il y a quelques mois, voire quelques années, mais je lui en reparlerai. D'ailleurs, j'en parle dans mon podcast solo, ce n'est pas encore totalement défini, mais spoiler, il y a déjà un deck. Donc voilà. Ok. Allez, à très vite Ciao. et encore une fois, merci. Merci à toi. Ciao, ciao. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi. Je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.